bien rentrer. Non, madame. Oh, mais il y a une dame qui voudrait vous voir. Madame Winton, probablement. Non, pas du tout. Une inconnue. Oh, voyons. Vous êtes sûr que cette dame vient chez moi? Oui, madame. Est-ce bien à Madame Borkman qu'elle veut parler? Mais oui, madame. C'est bien, faites entrer. C'est moi, Gunhild. Tu es étonnée de me voir ici. Tu ne t'es pas trompée de porte, l'intendant demeure à côté. Ce n'est pas chez l'intendant que je suis venue aujourd'hui. Tu as donc quelque chose à me dire? Oui, je désire te parler un instant. Allons, dans ce cas, assieds-toi. Merci, je puis me tenir debout. À ton aise, déboutonne-toi au moins. Merci. Il fait bien chaud ici. Moi, j'ai toujours froid. Oui, Gunhild. Voilà bientôt 8 ans que nous ne nous sommes vus. Du moins que nous nous sommes parlé. Ah, que nous nous sommes parlé, c'est vrai. Tu m'as vu de temps en temps quand je venais voir l'intendant, une fois l'an. Je t'ai aperçu une ou deux fois, oui. Moi aussi, je t'ai entrevu aussi une ou deux fois, là, à la fenêtre. À travers les rideaux. Tu as de bons yeux, toi. Mais la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était ici, dans ce salon. Oui, je m'en Une souviens. semaine avant sa remise en liberté. Ne réveille pas. Une s'il te plaît. semaine avant l'élargissement du directeur Borkman. Oui, je n'ai rien oublié, mais cela fait trop mal. Et pourtant, on ne peut s'éloigner de ses souvenirs. On y revient toujours. Non, c'est impossible, je ne le ferai jamais. Qu'une chose aussi monstrueuse ait pu s'abattre sur une famille comme la nôtre, pense donc, à une famille comme la nôtre. Dire qu'une telle horreur ait pu frapper notre famille. Elle n'a pas été la seule atteinte, Gunhild. Bien d'autres ont été frappés avec nous. Mon Dieu, oui, mais comme font tous ces autres. De quoi s'agissait-il pour eux? De quelque valeur? D'un peu d'argent. Tandis que nous, moi, Erhard qui n'était encore qu'un enfant, la honte, le déshonneur fondant sur des têtes innocentes, l'odieux déshonneur si terrible à porter, et par surcroît, la ruine. Dis-moi, Gunhild, comment supporte-t-il tout cela? Qui ça, Erhard? Mais non, le directeur lui-même. Comment supporte-t-il cela? Crois-tu que je m'en inquiète? M'inquiète, mais tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Oh mon Dieu, ne va pas croire au moins que nous vivions ensemble, que j'aille le voir, que nous nous rencontrions. Même pas. Un homme qui a passé 5 ans sous les verrous. Quel avilissement, quelle honte. Quand je pense à ce que signifiait autrefois le nom de John Gabriel Borkman. Non, plus jamais je ne veux le revoir. Jamais. Tu as l'âme dure, Gunhild. Pour lui, oui. N'est-il pas ton mari, cependant? Tu sais bien ce qu'il a raconté sur moi au juge. Enfin, j'aurais été la première cause de sa ruine. Il a parlé de mes dépenses. Et n'y avait-il pas un peu de vrai dans ce qu'il a dit? Mais qui poussait à la dépense si ce n'est lui-même? Hein? Rien n'était jamais assez magnifique à son gré. Je ne sais, mais tu aurais pu mettre le holà et tu ne l'as pas fait. Mais savais-je, moi, que l'argent qu'il me donnait à gaspiller n'était pas le sien? Oh, et puis, il en a gaspillé 10 fois plus que moi. Oui, sa position l'exigeait peut-être, jusqu'à un certain point. Ah oui, nous devions représenter, paraît-il. Oh, quant à ça, il représentait, j'en réponds. Il avait un attelage à 4 chevaux, comme un roi. Oh, il voulait qu'on se courbe devant lui, qu'on rampe comme devant un roi. Et d'un bout à l'autre du pays, on ne l'appelait que par son petit nom, comme on fait pour le roi. John Gabriel. Oh, tout le monde savait qui était le grand John Gabriel. Oui, il était grand, ça là, tu le sais bien. Ouais, du moins il en avait l'air. N'empêche, il ne m'a jamais dit une syllabe de sa vraie situation. Jamais il ne m'a expliqué d'où lui venaient ses ressources. Non, mais personne ne s'en doutait. Mais enfin, peu m'importe les autres. À moi, il me devait la vérité. Il ne me l'a jamais dit. Il m'a toujours menti effrontément. Il ne t'a pas menti, lui. Il a peut-être dissimulé, mais il n'a pas menti. Oh, appelle cela comme tu voudras, cela revient au même. Oh. Et puis tout s'est écroulé. De tant de splendeur, il ne resta rien. Oui, tout s'est écoulé, pour lui et pour d'autres.
Mais je ne me rendrai pas, Ella. Non, l'heure du relèvement viendra. Je saurai la faire sonner. Du relèvement, que veux-tu dire? Le relèvement du nom, de la famille, de l'honneur. Le relèvement de tout mon être brisé, voilà ce que je veux dire. Et j'ai quelqu'un par qui tout cela doit arriver. Quelqu'un qui effacera les souillures du directeur Borkman. Un vengeur est là, qui saura réparer tout le mal que son père m'a fait. Ah si, c'est d'Erhardt dont tu parles. Oui, d'Erhardt, de mon superbe garçon. Ah. Lui seul saura relever la maison, la famille, le nom qu'il porte, tout ce qu'on peut relever. Peut-être ira-t-il plus loin encore. Et par quel moyen fera-t-il tout cela? Je ne sais pas, nous verrons. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que cela soit. Il le faut. Et dis-moi, Ella, n'as-tu pas eu toi-même cette idée durant l'enfance d'Erhardt? Oh, non, elle ne m'a guère préoccupée. Bon, alors pourquoi t'es-tu chargé de lui quand la tempête s'est déchaînée sur cette maison? Tu n'étais pas en état de t'en occuper toi-même, Gunhild. C'est vrai, je n'étais pas en état. Quant à son père, il était retranché derrière la loi. Oh, bien retranché. Oh, mais comment peux-tu parler ainsi, toi? Dire que tu n'as pas hésité à te charger d'un enfant de John Gabriel. Comme si cet enfant avait été à toi. Tu n'as pas craint de me le prendre, et puis tu l'as emmené chez toi et tu l'as gardé pendant des années. Il avait presque atteint l'âge d'homme quand il est rentré. Dis-moi, pourquoi, Ella, l'as-tu gardé si longtemps? Je l'aimais si tendrement. Plus que moi, sa mère. Oh oui, et puis, je ne sais pas, mais... Et puis, comment... il est... Ah oui, tu disais qu'il avait une santé délicate. Oui, voilà. Enfin, du moins, il le semblait à cette époque. Et puis, l'air sur la côte ouest est, comme tu sais, beaucoup plus doux qu'ici. Oui. C'est juste, tu as beaucoup fait pour Erhardt, oui, vraiment. Oh, mais mon Dieu, mais tu en avais les moyens. Oh, mais quelle chance tu as eue, Ella. Tout ce que tu possédais a été conservé. Ah non, mais je n'ai rien fait pour cela, je te le jure. Je n'ai su que bien plus tard que mon dépôt était en sûreté. Ah oui, moi, je ne m'y connais pas sur ces choses-là. Tout ce que je dis, c'est que tu as eu beaucoup de chance. Bon, mais voyons, quand tu as décidé plus tard de te charger d'éduquer Erhardt, mon Erhardt, quel était le mobile de ton action? Le mobile? Ben oui, tu devais bien avoir un but, une intention. Qu'est-ce que tu voulais faire d'Erhardt? Que voulais-tu qu'il devienne? Je voulais en faire un homme heureux, le conduire sur le chemin qui mène au bonheur. Mais les gens dans notre condition ont bien autre chose à faire que de s'occuper de leur bonheur. Bah quoi, que veux-tu dire? Il faut qu'Erhardt répande une telle clarté autour de lui que plus personne n'aperçoive l'ombre jetée par son père et qui nous couvre, mon fils et moi. Ah, dis-moi, Gunhild, ce but d'existence, Erhardt se le propose-t-il lui-même? Je l'espère bien. Ah, ou n'est-ce pas plutôt toi qui le lui impose? Pour Erhardt et pour moi, le but est le même. Ah, tu es donc bien sûr de ton fils? Oui, grâce à Dieu, je suis sûre de lui, va. En ce cas, tu dois t'estimer heureuse, malgré tout. Je le suis d'une certaine façon. Mais, vois-tu, et là, l'orage gronde toujours, et parfois, il se déchaîne. Bon, dis-moi, Gunhild, autant en parler tout de suite, puisque c'est pour ça que je suis venue. De quoi s'agit-il? De quelque chose dont il faut que je t'entretienne. Dis-moi, bon, Erhardt ne demeure pas ici avec vous. Oh bah, tu sais bien qu'Erhardt ne peut pas demeurer ici avec moi. Il doit demeurer en ville. Il me l'a écrit. Oh oui, ses études l'exigent, mais il passe me voir un instant chaque soir. Oui, je le sais. Mais ne pourrais-je pas le voir tout de suite et lui parler? Il n'est pas encore venu, mais je l'attends d'un instant à l'autre. Bah, si, Gunhild. Là, je l'entends marcher au-dessus de nous. Là-haut, dans la grande salle? Oui, je l'entends marcher depuis que je suis ici. Ce n'est pas Erhardt que tu entends, Ella. Ce n'est pas Erhardt. Ella. Et qui donc est-ce, dis? Mais le
directeur Borkman. Borkman, John Gabriel Borkman. Il marche de long en large du matin jusqu'au soir et tous les jours de l'année. J'ai entendu dire, en effet. Ah, je crois bien. On parle suffisamment de nous à la ronde. Oui, c'est vrai qu'il m'en a touché un mot dans une de ses lettres. Je savais par lui que son père était presque toujours seul là-haut et toi, ici, en bas. Oui, là, voilà notre existence depuis qu'on me l'a renvoyé, depuis sa remise en liberté, 8 longues années durant. Mais je n'ai jamais cru que ce fût à la lettre vraie, que ce fût possible. Oui, c'est possible et il ne pourra jamais en être autrement. Oh, quelle horrible existence, Gunildi. Horrible, en effet. Bientôt, mes forces ne tiendront plus. Oui, je comprends cela. Entendre ces pas tous les jours au-dessus de ma tête. Et cela commence très tôt le matin et ne finit que bien avant dans la nuit. Et puis, il y a une telle résonance dans cette salle. Oui, il y a ici une telle résonance. Parfois, j'ai l'impression qu'au-dessus de moi vit un loup malade qui tourne dans sa cave. Écoute, entends-tu le loup? Il marche sans s'arrêter jamais. Mais cela ne pourra-t-il jamais changer? Il n'a rien fait pour cela. Mais ne pourrais-tu, toi, faire le premier pas? Moi, après la façon dont il m'a traité? Oh non, vraiment. Laissons-le dans sa cage, qu'il érode tant qu'il veut. J'étouffe ici. Permets-moi d'ôter mon manteau. Je t'ai déjà prié de le faire. Ne t'arrive-t-il jamais de rencontrer dehors? Dans le monde, n'est-ce pas? Non, dehors, quand il va prendre l'air, dans le bois ou... Le directeur Borkman ne sort jamais. Quoi? Même pas le soir, dans l'ombre? Jamais. Le courage lui manque. Il semble bien. Parfois, je l'entends le soir très tard descendre l'escalier pour sortir dehors. Mais il s'arrête au milieu, il fait demi-tour, et là je l'entends à nouveau marcher. Aucun de ses anciens amis ne vient-il le voir? Il n'a plus d'anciens amis. Ah, il en avait pourtant beaucoup autrefois. Il a fait ce qu'il fallait pour s'en défaire. C'est une amitié coûteuse que celle de John Gabriel. Ah, c'est vrai, hélas. J'ai entendu parler d'un vieux copiste qui venait le voir de temps en temps. Non? Sans doute un certain Foldal. Je sais qu'ils étaient liés dans leur jeunesse. Ah oui, ça doit être ça. Bon, je ne le connais pas, il ne fréquentait pas notre société. Enfin, du temps où nous avions une société. Et maintenant, il vient tenir compagnie à Borkman. Oui, tu vois, il n'a pas honte, lui. Oh, il vient quand même le soir très tard, hein, sous couvert de la nuit. Ce Foldal est une victime de la faillite. Oui, je crois qu'il y a perdu un peu d'argent. Oh, c'était tout ce qu'il possédait. Ce tout n'était sans doute pas grand-chose, inutile d'en parler. Ah oui, mais ainsi n'en a-t-on pas parlé au procès. Foldal s'est tu. D'ailleurs, Erhardt l'a largement dédommagé pour cette peccadille. Erhardt? De quelle façon? En se chargeant de l'éducation de la fille cadette de Foldal. Oh, mais grâce à lui, la petite fera son chemin dans la vie. Du moins, il pourra pourvoir à sa propre existence. Et c'est beaucoup plus que ce qu'aurait fait son père pour lui. Oui, bah il ne doit pas être dans l'aisance, son père. Oh, Erhardt apprend aussi la musique à cette petite. Elle est suffisamment forte pour venir jouer maintenant du piano là-haut chez lui. Ainsi, il aime toujours la musique. Oui, là, le piano que tu nous as envoyé quand il devait revenir. Et c'est sur ce piano qu'elle joue? Parfois le soir. Non, mais c'est encore Erhardt qui a arrangé tout cela. Oh, la pauvre petite a beaucoup de chemin à faire pour venir de la ville jusqu'ici et s'en retourner. Non pas, non pas. Erhardt l'a fait inviter chez une dame qui demeure dans notre voisinage. Elle y demeure. Une Madame Wilton. Madame Wilton. Oui, une dame très riche, tu ne la connais pas? Oh, j'ai entendu parler d'elle. Madame Fanny Wilton, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Erhardt m'a parlé d'elle dans plusieurs de ses lettres. Elle s'est donc fixée près d'ici? Oui, elle avait loué une maison, elle a fini par s'y installer. On dit qu'elle est divorcée. Oh, son mari doit être mort depuis le temps.
Oui, mais il paraît qu'ils avaient divorcé. C'est elle qui avait demandé le divorce. Le tort n'était pas de son côté, c'est son mari qui l'avait quitté. Gunilde, la connais-tu beaucoup? Assez, oui. Elle habite près de chez moi et elle vient me voir de temps en temps. Elle te plaît? Elle est si intelligente. Il y a tant de clarté dans sa façon de juger. Ah, de juger les gens, peut-être. Oui, surtout. Ainsi, Erhardt, par exemple, a été un vrai sujet d'étude pour elle. Elle le connaît de fond en comble, tous les recoins de son âme, et naturellement, elle l'adore. Ah, ainsi elle connaît plus Erhardt qu'elle ne te connaît. Ils se rencontraient régulièrement en ville avant qu'elle ne s'établisse ici. Ainsi, elle a fini par s'établir ici. Elle a fini, mais que veux-tu dire? Mon Dieu, je ne sais pas. Oh non, non, elle a. Tu as dit ça d'une façon très étrange, tu avais une idée derrière la tête. Eh bien oui, j'avais une idée derrière la tête. Alors dis-la. Bon, je tiens d'abord à te déclarer que moi aussi je pense avoir certains droits sur Erhardt. Voudrais-tu me les contester? Je n'aurai garde après tout ce qu'il t'a coûté. Oh, il ne s'agit pas de cela, je parle de l'attachement que j'ai pour lui. Ah, toi, tu aimerais mon enfant, malgré tout. Oui, malgré tout, et je l'aime. J'aime Erhardt autant que je puis encore aimer un être humain à mon âge. C'est bien, c'est bien. Et c'est là, vois-tu, ce qui me rend inquiète chaque fois que je le vois courir un danger. Un danger? Mais quel danger? D'où viendrait-il? De toi d'abord. De moi? Et de cette Madame Wilton que je redoute pour lui. Voilà comment tu juges Erhardt. Mon enfant, toi, un enfant destiné à une si grande mission. Ah, une mission. Tu t'en moques? Tu oses t'en moquer? Oh, crois-tu vraiment qu'un jeune homme comme Erhardt, vif et bien portant, aille se sacrifier à une mission? Il le fera, j'en suis certaine. Oh, tu n'en es pas certaine, Eunice. Tu ne le crois pas toi-même. Moi? Ce n'est qu'un rêve dont tu te berces. Et si tu ne l'avais pas pour te soutenir, tu tomberais vite dans le désespoir. Oui, je tomberais dans le désespoir. Et c'est ce que tu voudrais, n'est-ce pas? Certes, plutôt cela que de se voir sauvé aux dépens d'Erhardt. Tu veux te mettre entre nous, tu veux te mettre entre moi et mon fils. Je veux l'affranchir de ton pouvoir, de ta domination, de ta dépendance. C'est trop tard. Tu le tenais dans tes filets. Tu l'as eu jusqu'à ce qu'il ait 15 ans. Mais maintenant, je l'ai récupéré. Eh bien, je le récupérerai à mon tour. Ce ne serait pas la première fois, Guy, que nous lutterions à mort pour un homme. C'est moi qui l'ai emporté. Ah, crois-tu avoir beaucoup gagné à ta victoire? Non. Eh bien, là non plus, tu n'auras rien à y gagner. Est-ce rien que d'avoir récupéré mon pouvoir de mère sur Erhardt? Non, car c'est le pouvoir seul qui te tient au cœur. Et toi? Moi, je veux avoir son affection, son âme, son cœur entier. Son cœur? Mais tu ne l'auras plus jamais, son cœur! Tu as travaillé contre moi. Oui, tu as dû t'en rendre compte dans les lettres. Oui, j'ai fini par t'y reconnaître tout entière. J'ai mis à profit, vois-tu, les 8 années que je l'ai eu en main. Et qu'as-tu dit de moi à Erhardt? Peux-tu me le répéter? Parfaitement. Parle. Je n'ai dit que la vérité. Voyons. Je lui ai expliqué que c'était grâce à toi que nous pouvions vivre comme nous le faisions, et même que nous pouvions vivre tout court. C'est tout ce que tu as fait. Oh, cela suffit. Je peux t'en assurer, je m'en rends bien compte par moi-même. Il n'y a rien là que Erhardt ne sut depuis longtemps. Oh, il le sait mieux. Tu lui avais fait croire que tu agissais par bonté. Eh bien, il ne le croit plus. Et que croit-il donc? Ah. Eh bien, je lui ai demandé comment il se faisait que sa tante Ella ne vint jamais nous voir. Il savait bien pourquoi je ne venais pas. Bon, tu lui avais dit que c'était par délicatesse envers moi et envers celui qui marche là-haut. Eh bien, c'est la pure vérité. Ah non, non, il ne croit plus, Ella. Bon, quelle idée lui as-tu donc donnée de moi? Il croit, et il a raison de croire, que tu nous méprises, que tu as honte de nous. N'est-ce pas la vérité que tu as voulu le séparer entièrement de moi? Rappelle-toi, Ella, ta mémoire te le dira. Si je l'ai fait, c'était dans les pires moments, à l'époque même du scandale, du procès. Ces idées m'ont passé depuis longtemps. D'ailleurs, elle ne t'aurait servi à rien. Que serait-il advenu de sa grande mission? Non, vraiment. C'est de moi dont Erhardt a besoin, pas de toi. Toi, tu es morte pour lui et lui pour toi. Nous verrons bien.
Je reste ici. Tu restes ici? Oui, Tu passes la nuit chez nous? je viens dans cette maison pour y passer, s'il le faut, le reste de mes jours. La maison t'appartient, là. Oh, D'ailleurs, tout t'appartient ici, le canapé sur lequel je suis assise, même là, même la nourriture que nous mangeons t'appartient. mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Borgman ne peut rien posséder, on lui enlèverait tout. Oui, il faut bien que nous nous y fassions de vivre de ta charité, là. Je ne puis t'empêcher de prendre la chose ainsi. Non, tu ne peux pas m'en empêcher. Quand veux-tu que nous déménagions? Que vous déménagez. Tu ne vas pas croire que je vais rester vivre sur le même toit que toi? Ah non, plutôt l'asile ou les grands chemins. Très bien. Alors, rends-moi Erard que je l'emmène. Erard, mon enfant! Si tu me le rends, je repars ce soir. Qu'Erard te choisisse lui-même. Erard, oserais-tu lui donner le choix? Si j'oserais lui donner le choix entre sa mère et toi, eh bien oui, j'oserais. Attends, on vient. Je crois entendre que... C'est Erard, oui. Oh, c'est Erard. Bonjour Madame Borgman. Bonjour, madame. Oh pardon, il y a quelqu'un? Oui, c'est ma sœur qui vient d'arriver. Tiens, voilà du nouveau. Tant t'es là, tant. Non, ce n'est pas possible. Est-ce bien toi? Oh, Erard, mais comme tu as changé, quel bonheur de te revoir. Erard, qu'est-ce que cela signifie? Tu te cachais dans le vestibule. Non, Erard Borgman est venu avec moi. Comment? Tu ne viens pas dire bonjour à ta mère d'abord? Oh, il m'a d'abord fallu passer chez Madame Wilton pour aller chercher la petite Frida. Oh, cette jeune fille est venue avec vous? Oui, elle attend dans le vestibule. Vous pouvez vous rendre à l'étage, Frida. Allons, Madame Wilton, si vous voulez passer la soirée avec nous. Oh non, c'est très gentil à vous, madame, mais je n'ai aucunement l'intention de rester. Nous avons une autre invitation. On nous attend chez Maître Inkel, l'avocat. Nous? Qui ça, nous? Ah, non. Eh bien, moi seule, à vrai dire. Non, c'est que ces dames m'ont prié d'amener Erard si je le rencontrais. Et je vois que vous l'avez rencontré. Mais oui, par chance. Oh, il a eu la gentillesse de passer chez moi pour chercher la petite Frida. Erard, je ne savais pas que tu connaissais cette famille Inkel. Mais je ne les connais pas, mère. Tu sais très bien qui je connais et qui je ne connais pas. Oui, mais on est vite connus dans cette maison. Ce sont des gens gais, hospitaliers, très lancés, et on y rencontre beaucoup de jeunes femmes. Si je connais bien mon fils, ça n'est pas là une société pour lui, Madame Wilton. Il est jeune après tout. Oui, Dieu merci, il est jeune. Allons, mère. Il va sans dire que je n'irai pas chez ces Inkel. Je passerai la soirée avec toi, et tant t'es là, cela s'entend. Je le savais bien. Oh, Erard, pour rien au monde, je ne voudrais te retenir. Allons donc, tante, qu'il n'en soit plus question. Mais comment s'y prendre? Vous avez accepté l'invitation en mon nom. Eh bien, non, ce n'est pas grave. J'irai seule à cette soirée, voilà tout. Oh oui, seule et abandonnée. Et je ferai des excuses en votre nom. Mon Dieu, puisque vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous savez, j'ai souvent dit oui et non en mon nom propre. Non, enfin, vous voudriez quitter votre tante alors qu'elle vient d'arriver. Ne serait-ce pas se conduire en bon fils. En bon fils. Ah oh, en bon fils adoptif. À la bonne heure. Je dis. Oh, quant à moi, vous savez, je pense qu'une mère adoptive a plus de droit à notre reconnaissance qu'une vraie mère. Parlez-vous par expérience? Ah bah non, pas du tout. J'ai si peu connu la mienne. Non, ce que je sais, c'est que si j'avais eu la chance, comme votre fils, d'avoir une bonne mère adoptive, je ne serais sûrement pas si légère qu'on m'accuse de l'être. Allons, l'étudiant. Vous resterez bien gentiment auprès de maman et de tante et vous boirez le thé. Adieu, mesdames.
Permettez-moi de vous accompagner Ah quelque part. non, je vous le défends, j'ai tellement l'habitude de marcher seule. Mais prenez garde, je ne vous dis que cela. De quoi prendrais-je garde? Ah, vous voulez que je vous le dise? Eh bien, quand je serai en chemin, seule et abandonnée, j'exercerai sur vous mon pouvoir magnétique. Encore? Eh bien, quand je descendrai la pente, je mettrai toute ma volonté pour dire intérieurement « Erhard Borkman, prenez votre chapeau. » Et vous croyez qu'il le prendra? Ah oui, sur le champ. Et puis je dirai ensuite « Erhard Borkman, mettez bien gentiment votre par-dessus et vos bottes. Et n'oubliez pas vos bottes. Allez, obéissez et suivez-moi. » Oui, oui, vous pouvez y compter. Ah, obéissez. Bonne nuit. Erhard, cela détourne de sa façon. Alors, mère, elle plaisante. Qu'est-ce que tu t'en vas croire là? Et puis, ne parlons plus de Madame Gustave. Ainsi, tu t'es vraiment décidé à faire ce long voyage dans cette saison, en hiver. Oui, je ne pourrais plus remettre mon voyage. Pourquoi cela? Il était temps pour moi de consulter les médecins. Enfin, Dieu merci. Cela me réjouit. Que tu te sois enfin décidé à consulter. Mais certainement, oui. Tu es malade, Ella. Oh, tu sais bien que je suis malade. Oh, souffrante, oui, depuis de nombreuses années. Mais... Quand j'étais chez toi, je te conseillais souvent d'aller voir un médecin. Oui, il n'y en avait pas à qui j'avais confiance et puis je ne me sentais pas encore aussi mal. Cela a donc empiré, tante? Oui, mon cher enfant, cela a empiré, oui. Oh, mais il n'y a aucun danger, au moins. Mon Dieu, cela dépend. Mais alors, il te faudra rester ici quelque temps. Ah oui, c'est ce que je compte faire. Ah, tu t'établiras en ville. Tu y trouveras les meilleurs médecins que tu puisses souhaiter. Et il n'y a qu'à choisir. Mais oui, c'est dans cette intention que je suis venue. Il te faut trouver un bon logement. Une pension bien commode, bien tranquille. Ah, je suis descendue ce matin dans mon ancienne pension, celle où je demeurais autrefois. Ah, mais c'est parfait, tu y seras très bien. Et pourtant, je ne compte pas y rester. Vraiment, pourquoi cela? J'ai changé d'avis depuis que je suis ici. Car tu as changé d'avis. Ta tante a décidé de s'installer ici, dans sa maison. Ici, chez nous. C'est vrai, tante. Je viens de m'y décider. Tu sais bien que tout ici appartient à ta tante. Oh. Bon, Erhard, je viens ici provisoirement, jusqu'à nouvel ordre. Je m'établirai à côté dans l'aile où demeure l'intendant. C'est juste, il y a là des chambres qui t'attendent toujours. Ah, mais j'y pense. Tu dois être bien fatigué après ton voyage. Ah, c'est vrai, je suis un peu fatiguée. En ce cas, tu devrais aller te coucher de bonne heure. Ah, c'est bien ce que je compte faire. Nous pourrons discuter plus à notre aise demain, vois-tu, ou un autre jour. Nous nous en donnerons à cœur joie, mère, toi et moi. Cela vaudrait mieux, n'est-ce pas, dit tante Ella. Erhard, je vois à ton visage que tu veux me quitter. Comment l'entends-tu? Tu veux aller chez Seinka. Eh bien, ma foi, cela vaudrait peut-être mieux. Mais c'est parce que tu as peur que ta tante se fatigue. Non, mais- non, tu veux aller chez les Lincoln. Je ne crois en effet pas pouvoir m'en dispenser, mère. Ah, n'est-ce pas ton avis, tante? Bien, agis en liberté, Erhard. Qu'est-ce qu'il y a mieux? Oh, tu veux le séparer de moi. Oh, plutôt ciel, Gunhild. Je n'y tiendrai pas. Où est mon chapeau? Tu connais ce morceau que l'on joue là-haut, tante? Non, qu'est-ce que c'est? La danse macabre. Tu ne connais pas la danse macabre? Pas encore, Erhard. Mère, je t'en prie, permets-moi de m'éloigner. Tu veux me quitter. Ma foi, mère, je reviendrai demain, vois-tu, peut-être. Tu veux me quitter pour aller chez ces étrangers, mais c'est inconcevable. Mère, il y a là de la lumière, de la gaieté, de la jeunesse et de la musique, mère. Mais il y en a aussi de la musique ici, Erhard. Ah, cette musique, c'est elle qui me fait fuir. Mais n'es-tu pas content que ton père ait ce petit instant d'oubli? Si, j'en suis heureux, pourvu que je n'ai pas besoin de l'entendre, cette musique. Sois fort, Erhard. Pense à ta grande mission.
je n'ai pas une vocation de missionnaire. Bonsoir, tante. Bonsoir, mère. Tu as raison, Ella, tu l'auras bientôt récupéré. Ah, si c'était possible. Mais tu verras, ce ne sera pas pour longtemps. Tu me le reprendras, c'est cela que tu penses? Moi ou l'autre? Plutôt elle, en ce cas. Ah oui, je suis d'accord avec toi, plutôt elle que toi. Toi qui l'advienne. Est-ce que cela ne revient pas au même? Pour une fois, les deux sœurs sont d'accord. Bonsoir. Il hurle, le loup, il hurle. Ne m'abandonne pas, Ella, je ne supporterai pas cette vie sans toi. Savez-vous où j'ai entendu pour la première fois une musique comme celle-là? Non, monsieur Borkman. Là-bas, dans les mines. Ah non, dans les mines. Oui, je suis fils de mineur, vous le savez. Vous l'ignorez peut-être. Ah oui, monsieur Borkman. Je suis fils de mineur. Et parfois, mon père m'emmenait dans les mines. Et j'y entendais le chant du minerai. Vraiment, les minerais chantent. Oui, quand on extrait. Les coups de marteau qui le dégagent sont les 12 coups de minuit qui le tirent du sommeil. L'heure de l'affranchissement qui sonne. Et son chant est un chant de joie à sa façon. Pourquoi donc chante-t-il, monsieur Borkman? Parce qu'ils doivent voir la lumière et servir aux hommes. Excusez-moi, monsieur Borkman, mais hélas, je dois m'en aller. Vous devez déjà partir. Oui, j'ai un engagement pour ce soir. Il y a une soirée quelque part. Oui? Et on va écouter votre musique. Oh non, je vais jouer pour faire danser. Seulement pour faire danser. Oui, il y aura de la danse après le dîner. Et cela vous fait plaisir d'aller de maison en maison pour faire danser? Quand j'ai un engagement, je suis contente. Cela fait toujours gagner quelque chose. Et vous ne pensez à rien d'autre? Ce qui me travaille surtout, c'est de ne pas moi-même prendre part à la danse. Ah, voilà ce que je voulais vous faire dire. De pouvoir en être. Rien n'est plus dur en effet. Mais vous savez, Frida, il y a une compensation pour vous. Oh, laquelle? Vous avez 10 fois plus de musique que tous ces danseurs réunis. Je ne suis pas si sûre. Ne faites pas la bêtise de douter de vous-même. Puisque ça ne se voit pas. Vous le savez, c'est suffisant. Où jouez-vous ce soir? En face, chez Maître Hinkel, l'avocat. Hinkel, dites-vous. Oui. On la fréquente donc, la maison de ce monsieur. Oh oui, il vient beaucoup de monde, m'a dit Madame Wilton. Oui, mais de quelle espèce? Vous pouvez me le dire? Je ne sais pas. Oh, l'étudiant Borkman y sera ce soir. Erhard, mon fils? Oui, Comment le savez-vous? et il me l'a dit lui-même. Il est donc par là, aujourd'hui. Il a passé tout l'après-midi chez Madame Wilton. Ah oui, oui. Est-ce qu'il est venu ici, en bas? Oh oui, il est passé un instant chez Madame. Ah, mais elle n'était pas seule. Il y avait, je crois, une autre dame avec elle. Ah, oui, je sais. Elle reçoit du monde de temps en temps. Oh, voudrez-vous que je dise à l'étudiant Borkman, quand je le croiserai ce soir, de venir vous voir? Ne lui dites rien, je vous le défends. Qui veut me voir doit le faire de son propre mouvement. Je ne demande rien à personne. Bon, très bien, monsieur Borkman, je ne dirai rien. Bonsoir, monsieur Borkman. Bonsoir.
Puis-je prendre l'escalier de service? Descendez par où vous voulez. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Borkman. Ah, ça n'est que toi. Eh, bonsoir, John Gabriel. Eh, c'est moi. Tu arrives bien tard, dis donc. Eh ben, c'est que le chemin est un peu long, surtout quand on le fait à pied. Pourquoi viens-tu toujours à pied? N'as-tu pas un tramway qui passe devant ta porte? Ah ben, c'est plus sain de marcher. Et ça fait toujours de sous d'économiser. Y a-t-il longtemps que Frida n'est venue te faire de la musique? Elle sort d'ici, tu ne l'as pas rencontrée. Ah non. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. Depuis qu'elle est chez cette Madame Wilton. Tu peux t'asseoir, Villette. Ah, merci. Tu ne peux savoir combien je me sens seul depuis le départ de Frida. Il t'en reste une ribambelle. Grand Dieu, oui, j'en ai encore 5. Mais Frida était la seule qui me comprenne un peu. Aucun des autres ne me comprend. Tu as raison. Voilà bien notre mal. La malédiction qui pèse sur nous autres. Les êtres élus, les êtres à part. La masse, la foule, les gens médiocres ne nous comprennent pas. Si ce n'est que cela passe encore. Avec un peu de patience, on peut toujours attendre le jour où l'on sera compris. Non, vois-tu, il y a plus à faire. Non, rien n'est plus amer que d'être incompris. Si, Gabriel. J'ai droit justement à une scène de ménage avant de sortir. À quel propos? On me méprise là-bas. On te Et méprise. moi. Il y a longtemps que j'ai remarqué. Tu es, Aujourd'hui, je n'en peux plus douter. tu es probablement mal marié. Je n'avais guère le choix. Et en vieillissant, on songe naturellement à s'établir. Dans la situation où j'étais, surtout enfoncé jusqu'aux genoux. Est-ce un reproche à mon égard? Ah mon Dieu, non, je te le jure, je ne pense pas que... Si tu continues à penser au naufrage là, Ah non, mais je ne t'en rends pas responsable, je te le jure. je préfère. Ne crois pas que ce soit de ma femme que je me plaigne. Non, pauvre femme, elle n'a pas beaucoup d'éducation, c'est vrai, mais c'est une bonne nature. Non, vois-tu, ce sont les enfants. Bien. Oui, je m'y attendais. Les enfants aujourd'hui ont plus d'instructions, et par conséquent plus d'exigences. Et c'est pour cela que tu es méprisé. Ah, mon Dieu, je dois avouer que je n'ai guère fait mon chemin. Ils ignorent donc la pièce que tu as écrite pendant ta jeunesse. Non, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'y intéresser. Ils n'ont donc aucun jugement. Ta pièce est bonne, c'est moi qui te dis. Oh, c'est vrai qu'il y a de bonnes choses dans ma pièce, hein, John Gabriel. Oh mon Dieu, si je pouvais arriver à la faire jouer. Oh, regarde, je voudrais te montrer un changement que j'ai fait. Tu as amené ta pièce. Oui, il y a longtemps que je ne te l'ai pas lu, j'ai pensé qu'un acte ou deux pouvait te faire plaisir. Non, non, plus tard, plus tard. Ah bien, comme tu le voudras. Dylan, tu as raison dans ce que tu disais tout à l'heure. Tu n'as pas fait ton chemin. Mais je te jure que lorsque l'heure de la revanche aura Ah sonné... merci. Reste assis. Lorsque l'heure de ma revanche aura sonné, quand ils verront tous qu'ils ne peuvent plus se passer de moi, quand ils viendront ici, dans cette salle, ramper devant moi et me supplier de reprendre le gouvernail, de reprendre la tête de cette banque nouvelle qu'ils ont créée et qu'ils sont infichus de diriger, je me tiendrai là, dans cette salle. Et tout le pays se demandera quelles conditions John Gabriel pose. Tu me regardes avec un air de doute. Tu ne crois pas qu'ils viendront, qu'ils seront forcés de venir? Si, je te jure. J'ai une telle foi en l'avenir. Je les attends avec une si inébranlable certitude. Ah, je peux te dire que si je n'étais pas sûr qu'ils viendraient, ça fait longtemps que je me serais logé une balle dans la tête. Oh mon Dieu. Mais attends, ils viendront. Il n'y a pas d'heure ou de jour où je ne m'attende à ce qu'ils entrent dans cette pièce. Et comme tu le vois, je les attends et je suis prêt à les recevoir. Si
seulement il pouvait venir un peu vite. C'est vrai. Les jours passent, les années passent, la vie passe. Sais-tu comment je me sens parfois? Non, dis-le. Comme un Napoléon qu'une balle aurait estropié à sa première bataille. Je connais ce sentiment. Ouais, oui. C'est la même chose pour toi, en petit. Mon petit monde de poésie a une grande valeur pour moi, John Gabriel. Et moi, j'aurais créé des richesses infinies, maître des mines, des carrières, des sources d'eau, de 1000 exploitations. J'aurais ouvert au commerce des voies nouvelles dans le monde entier. Et j'aurais accompli ça seul, je te le dis. Ouais, j'étais bien prêt. Et c'est là que la trahison est arrivée, au moment où tout allait s'arrêter. Sais-tu ce que je tiens comme étant le crime le plus infâme qu'on puisse commettre? Non. Ce qu'il y a de plus infâme, c'est l'abus de confiance d'un ami envers un autre. Écoute... Non, je sais ce que tu vas dire, mais ça n'a rien à voir avec la question. Tous les gens qui avaient de l'argent sur leur compte auraient retrouvé leurs sous jusqu'au dernier sou. Non, ce qu'il y a de plus infâme, c'est d'abuser des lettres d'un homme. C'est de révéler au monde entier ce qui n'a été dit qu'à un seul dans l'intimité, comme une chose qu'on se dise secrètement, enfermé à deux dans une chambre noire. L'homme qui a recours à de tels procédés est gangrené jusqu'à la moelle d'une morale scélérate. Et j'ai eu un ami de cette espèce. C'est lui qui me brisait. Je crois savoir de qui tu parles. Et je ne comprends toujours pas ce qu'il a poussé. Il y a eu une histoire de femme. Oh! Quel terrible drame! Ah oui, quel terrible drame. Et quelle terrible comédie. Une comédie, comment cela? Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas croisé Frida rentrant. Non. Pendant que nous sommes ici, elle est là-bas. Et elle fait danser les invités du traître qui m'a ruiné. Que dis-tu là? J'en avais pas la moindre idée. Elle a pris ses partitions et m'a quitté pour aller au château. Oh la pauvre enfant. Et sais-tu qui elle fait danser, entre autres? Ah non, qui cela? Mon fils. Allons donc. Mon fils, parmi les principaux danseurs de cette soirée. N'est-ce pas une forme de comédie? Je suis sûr que ton fils ignore ce qui s'est passé, hein? Et c'est tout, aussi vrai que je suis là. Et tu supposes qu'il tiendrait à fréquenter cette maison? Nous ne voyons pas les choses du même regard avec mon fils. Je jurerais qu'il est avec mes ennemis. Il pense comme eux, qu'en me trahissant, un tel n'a fait que son odieux devoir. Et qui donc, mon ami, aurait pu lui présenter les choses sous ce jour? Tu me poses la question? Tu as oublié par qui il a été éduqué? Par sa tante depuis l'âge de 7 ans, puis par sa mère. Oh, tu leur fais injure. Je ne fais injure à personne. L'une et l'autre de monter. Bien. Dis. Ces femmes, elles vous brisent votre destinée. Elles vous dérobent. Pas toutes, non. En connais-tu une seule qui vaille la peine de quelque chose? Hélas, je ne peux en citer une. Alors, qu'importe qu'elles existent si on ne les connaît pas. Mais si, cela importe. Il est bon, il est doux de penser que tout autour de nous, la vraie femme existe. Erhardt, arrête avec tes niaiseries de poète, s'il te plaît. Tu appelles niaiserie mes croyances les plus sacrées? Ouais, absolument. Mais tu verras. Si seulement j'arrive au pouvoir. On passera du temps jusque-là. Tu ne crois pas que j'y arriverai jamais?
Bah, on te croit contre toute raison. Faudrait d'abord qu'un non-lieu soit rendu. Tu crois donc que c'est impossible? Il n'y a pas de motif suffisant. Les êtres exceptionnels n'ont pas besoin de motifs. Les lois ne font pas de ces distinctions. Théâtre, tu n'es pas un poète. Je ne suis pas un poète. Nous perdons notre temps l'un et l'autre. Il vaut mieux qu'on ne se revoie plus. Tu veux donc que je t'abandonne? Non, j'ai plus besoin de toi. Bien, bien. Comme tu voudras. Et donc tu venais ici me débiter tes mensonges. Je ne t'ai jamais menti, John Gabriel. N'as-tu pas faim de croire en moi et en mon avenir? Aussi longtemps que tu as cru en ma vocation, que tu as eu foi en moi, j'ai eu foi en toi. Nous nous sommes trompés donc l'un et l'autre. N'est-ce pas cela de l'amitié après tout? Oui, tu as raison, c'est cela l'amitié. Savoir tromper l'autre, c'est pas la première fois que j'en fais l'expérience. Je ne suis pas un poète. Ma seule consolation, c'était de venir ici, trouver l'appui de quelqu'un qui avait foi en moi. À présent, tu n'es plus qu'un étranger pour moi, John Gabriel. Tu l'es également pour moi. Adieu, John Gabriel. Adieu, Miguel. Qui est là? Qui est là? Rentrez. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? C'est moi, Borkman. Et là? Et là, Rentheim? Oui, on est là, comme tu l'appelais jadis il y a bien des années. Oui, je reconnais maintenant. Tu me reconnais. Je commence. Le temps fait beaucoup de ravages en moi, ne te semble-t-il pas, Borkman? Tu as un peu changé. Je n'ai plus ces boucles noires sur la nuque que tu aimais enrouler autour de tes doigts. Ah, voilà, j'y suis maintenant. Tu as changé de coiffure. C'est cela, tout simplement. J'ai ignoré que tu étais dans les Alors, parages. je viens d'arriver. Qu'est-ce que tu viens faire ici, en plein hiver? Je vais t'expliquer. Mais pour cela, il faut que je remonte des années en arrière. Tu dois être fatigué. Assieds-toi. Ouais, j'ai en effet besoin de m'asseoir. Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes trouvés assis face à face, Borkman. Oui, bien longtemps. Un abîme d'horreur nous sépare de ce jour. Toute une vie nous en sépare. Toute une vie perdue. Perdu. Oui, perdue pour nous deux. Je n'envisage pas ma vie comme étant perdue. Ah, et la mienne? La faute en est à toi. Oh, c'est toi qui dis ça. Tu aurais si bien pu être heureuse sans moi. Tu crois? Oui, si tu l'avais voulu. Oui, un autre était prêt à m'accueillir. Et tu l'as repoussé. Oui, je l'ai repoussé. À de nombreuses reprises et pendant des années. C'est le bonheur que je repoussais, n'est-ce pas? Tu aurais pu être heureuse avec lui et moi j'aurais été sauvé. Toi, Tu m'aurais sauvé. qu'est-ce que tu veux dire? Il m'attribuait tes refus. Il pensait que j'en étais l'auteur. Et un jour, il a décidé de se venger. Ah, ça lui était facile. Il avait l'arme sous la main. Les lettres où je lui disais tout, sans réserve ni méfiance. Et un jour, il en a fait l'usage, et je fus perdu. Jusqu'à nouvel ordre, j'entends. Tu vois, et là, tout cela est ta faute. Hé, Borkman, tout compte fait, il se trouve encore que c'est moi qui suis ta débitrice. Je sais tout ce que je te dois. À la vente, tu t'es fait adjuger la propriété, tu l'as remise en état pour moi et ta sœur. Tu as hébergé Gérard, tu l'as instruit, tu l'as éduqué. Ouais, aussi longtemps que j'ai le con me l'a laissé. Aussi longtemps que ta sœur te l'a laissé. Moi, je ne m'occupe pas de ces affaires domestiques. Alors, je te le répète, je connais les sacrifices que tu as faits. Mais tu étais en état de les faire. Et là, et si tu l'étais, c'était à moi que tu le devais. Ah,
Tu te trompes grandement, Borkman. Si tu attribues ma conduite à quelque autre motif qu'un sentiment tendre et profond pour Erard et pour toi, voilà. Laissons donc de côté ces questions de sentiments. Tout ce que je voulais te dire, c'est que tu n'aurais jamais agi comme tu as fait si je ne t'en avais pas donné les moyens. Les moyens, les moyens. Oui, les moyens. Quand l'heure allait sonner, l'heure de la bataille suprême et décisive, quand parents ni amis, je ne pouvais épargner personne, quand je dus faire, et que je fis en effet m'abattre sur les millions qui m'étaient confiés, il n'y eut d'exception que pour toi, pour ton avenir, alors que j'aurais pu l'emprunter, m'en servir comme du reste. C'est exact, Norman. Oui, c'est exact. Et quand on est venu m'arrêter, on a trouvé intact dans tes coffres tout ce qui t'appartenait. Ah oui, je me suis souvent demandé pourquoi tu avais épargné uniquement mon avoir. Ouais, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Dis-le-moi. Tu penses peut-être que je cherchais une porte de sortie au cas où les choses iraient mal? Ah non, ce n'était pas là ta pensée à ce moment. Ah non, j'étais sûr de ma victoire. Eh bien, alors dis-moi la vraie raison. On ne se souvient pas trop des motifs qui vous ont guidé il y a une vingtaine d'années. La seule chose que je sache, c'est qu'aux heures solitaires, où je ruminais dans ma tête tous les projets d'entreprise qu'il s'agissait de mettre en œuvre, j'éprouvais un sentiment pareil à celui d'un aéronaute, sacrifiant ses nuits sans sommeil à gonfler un immense ballon qui allait m'emmener par-dessus des mers incertaines. Mais tu dis n'avoir jamais douté de ta victoire. Oh, les hommes sont ainsi faits, hélas. Une même chose est objet de foi et de doute. C'est sans doute la raison qui m'a empêché de t'emmener, toi et tout ce que tu possédais. Je ne comprends pas. On ne prend pas avec soi ce qu'on a de plus cher quand on entreprend un tel voyage. Mais n'avais-tu pas à bord ton avenir, ta vie, enfin ce que tu avais de plus cher en effet. Mais la vie n'est pas forcément ce qu'on a de plus cher. Voilà ce que tu sentais à cette époque. Oui, je crois. Ce que tu avais de plus cher, c'était moi. Je crois m'en souvenir. Ah, il y avait pourtant des années que tu m'avais trahi pour en épouser une autre. Trahi? Mais je l'essaie pour des motifs d'ordre supérieur, et là. Les motifs d'un autre ordre, si tu veux, je ne pouvais rien sans son concours à lui. Ah si, tu m'as trahi pour des motifs d'ordre supérieur. Et là, je ne pouvais rien faire sans son concours. Et c'était toi qui en étais le prix. Et ce prix tu payais à comptant, sans marchander. J'y ai été obligé. Je devais vaincre ou périr. Est-ce bien vrai ce que tu dis? N'avais-tu vraiment à cette époque rien de plus précieux que moi? Ni à cette époque, ni plus tard, longtemps. Et cela ne t'a pas empêché de faire le marché, de vendre ton amour à un autre, de troquer mon amour contre un poste de directeur de banque. Et là, j'étais sous le coup d'une nécessité absolue. Scélérat! Scélérat! Ça n'est pas la première fois que j'entends ce terme. Oh, il ne s'agit pas de ce que tu as pu commettre contre les lois du pays. Que m'importe que tu as fait des actions, des obligations, de je ne sais quel papier qui t'était confié. Oh, s'il m'avait été donné d'être à tes côtés, au moment où tout s'est écroulé. Qu'aurais-tu fait, là? Ah, crois-moi, j'aurais tout supporté avec joie. J'aurais tout partagé, ta honte, ta ruine, tout. Je t'aurais aidé à porter le fardeau. Tu aurais fait cela, tu en aurais eu la force. Oui, force et volonté, rien ne m'aurait manqué. C'est que j'ignorais alors ton horrible forfait. De quel forfait parles-tu? D'un crime pour lequel il n'y a pas de rémission. Tu perds le sens, c'est là. Tu es un meurtrier, tu as commis le pire des péchés. Et là, tu es folle. Tu as tué l'amour en moi. Comprends-tu ce que cela veut dire? L'Écriture parle d'un péché mystérieux pour lequel il n'y a pas de rémission. Je ne savais pas quel il était, mais aujourd'hui je sais. Le grand péché qui échappe à la grâce, celui-là le commet, qui tue l'amour dans un être. C'est donc de cela que tu m'accuses. Ah oui, je n'avais jamais compris jusqu'à aujourd'hui ce qui m'était arrivé. Que tu m'aies trahi pour Gunil. Je n'ai vu là qu'un cas d'inconstance ordinaire et l'effet des artifices d'une femme sans cœur. Je crois que malgré tout, je te méprisais un peu. Mais aujourd'hui, je comprends tout. Tu as trahi celle que tu aimais, moi.
Tu n'as pas craint de sacrifier à ta cupidité ce que tu avais de plus cher au monde. Et en cela, tu as été doublement criminel. C'est ton âme que tu as assassinée, et la mienne. Je la reconnais bien là et là, ton âme passionnée et indomptable. Ça ne me surprend pas que tu réagisses comme ça. Tu es femme, et comme femme, tout doit prévaloir sur rien, ne peut prévaloir sur les droits de ton cœur. Non, bien. Oui, mais hélas, souviens-toi que moi je suis homme. Alors, comme femme, tu étais ce que j'avais de plus cher. Mais une femme peut, au besoin, être remplacée par une autre. Est-ce qu'on va à la Gelgun, il t'en a convaincu? Non, mais la tâche que j'avais devant moi m'aida à supporter cette épreuve. Il s'agissait de me rendre maître de tout ce que le pouvoir donne dans ce pays, de soumettre à ma loi la terre, la mer, les champs et les bois, et d'en faire une source de prospérité pour des milliers d'êtres humains. Ah, je reconnais tout cela. Que de fois le soir tu me parlais de tes plans. Oui, je pouvais t'en parler à toi. Je jouais avec tes idées. Je te demandais si tu voulais éveiller les esprits dormants de l'or. Les esprits dormants de l'or. Je me souviens de ces plans. Tu les prenais au sérieux. Oui, et là, me disais-tu. C'est bien là ma pensée. C'est vrai. Une fois le pied à l'étrier. Mais tout cela, hélas, ne dépendait que d'un seul homme. Il avait le pouvoir et la volonté de me pousser à la direction de la banque si seulement... Si seulement tu renonçais à la femme que tu aimais et qui t'aimait aussi de toute son âme. Je connaissais la passion effrénée qu'il avait avec toi. C'était la condition, hélas. Et tu fis marcher. Oui, je fis le marché. J'avais une telle soif de pouvoir, vois-tu. Je fis le marché. Il le fallait. Mais à partir de ce moment-là, j'accédais à mi-chemin des sommets rêvés. Chaque année, je montais, et je franchissais une étape. Et moi, j'étais rayé de ta vie. Et il finit pourtant par me faire retomber dans l'abîme à cause de toi. Dis-moi, Borgman, ne te semble-t-il pas qu'il y avait sur notre amour comme une malédiction? Une malédiction? Oui, ne trouves-tu pas? Si, mais pourquoi? Et là, je ne sais plus qui de nous deux a raison. C'est toi qui es le coupable. Tu as tué en moi toute joie humaine. Ne dis pas cela, Ella. Ou du moins toutes les joies de la femme. Dès l'instant où ton image a commencé à s'effacer en moi, tout s'est obscurci. Durant ces longues années, j'ai été incapable d'aimer créatures qui vivent. Un seul être faisait exception. Et quel était cet être? Erhard, bien entendu. Erhard? Oui, ton fils, Borgman. Tu le chérissais à ce point? Oui. Sans ça, pourquoi l'aurais-je recueilli et gardé aussi longtemps que j'ai pu? J'attribuais cet acte un mobile de charité comme le reste. Ah, un mobile de charité. Mais depuis que tu m'as trahi, j'ai perdu toute charité. Je ne pouvais plus. Quelques pauvres enfants transis et affamés entraient chez moi pour demander de la nourriture. Je l'envoyais directement dans la cuisine. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de le recueillir de mes propres mains. J'étais pourtant tout autre dans ma jeunesse. C'est toi qui as fait le désert en moi et autour de moi. Il n'y a donc eu qu'Erhard qui trouva grâce à tes yeux. Oui, Erhard, et à part lui, pas un être vivant. Tu m'as ravi les joies maternelles, et aussi les larmes et les peines de la maternité. Ce fut là encore, je crois, ma perte la plus cruelle. Ah, vraiment. Et c'est pour cela que tu viens, pour l'emmener avec toi. Oui, si c'est possible. Bien sûr que c'est possible si tu le désires. Absolument. Tu as sur lui bien plus de droits qu'une autre. Oh, mes droits. Mais que peuvent-ils ici s'ils ne m'accompagnent pas de son propre mouvement? Et je le veux à moi, rien qu'à moi. Je veux avoir sans partage le cœur de mon enfant. Erhard a plus de 20 ans. Tu ne l'auras pas longtemps son cœur sans partage. Il ne s'agira pas de beaucoup de temps. Que veux-tu dire? Tu ne connais pas l'état de ma santé ces dernières années? Tu as été souffrante? Oui. Et cet automne, le mal a empiré.
À un point de me forcer à venir consulter de mon médecin. Eh bien, les as-tu vus? Oui, ce matin. Et alors? Ils m'ont conforté dans une idée que j'avais déjà. J'ai une maladie mortelle, Borkman. Une maladie mortelle? Elle peut en être l'origine. Tu as toujours une vie si saine et bien réglée. Les médecins parlent de fortes émotions que j'ai dû traverser un jour. De fortes émotions, voilà, j'y suis. Je suis donc la cause de tout. Oh, non, il ne s'agit pas de cela. J'aurais été fière et heureuse de le porter, ton nom, non. Le vœu que j'exprime est celui d'une mère mourante. Un nom, Borkman, et ça n'y a plus fort que tu ne le crois. Oui, je vois où tu veux en venir. Permets que cela ne soit pas, permets qu'Héra prenne mon nom après moi. Eh bien, prends-le. Finalement, tout cela, c'est pour que Héracle ne porte pas le nom de son père, c'est ça? Ben oui. Faisons comme cela. De toute façon, je suis homme à porter mon nom tout seul. Oh, merci. Merci. Maintenant, Tu arrêtes! c'est réglé entre nous. Tu as réparé tes torts autant que tu le pouvais. Jamais! Je mourrai, mais Héra Renten vivra après moi. Non, jamais Erhardt ne portera ce nom! Personne n'a le droit de pénétrer chez moi. Je le prends, ce droit. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis venue lutter pour toi, te défendre contre des forces mauvaises. Il n'y en a pas de pire que celle qui te possède. Admettons, ce qu'il y a de certain, c'est qu'Erhardt portera le nom de son père. Il le portera haut et ferme et le remettra dans la voie de l'honneur. Et je ne lui veux pas d'autre mère que moi. Moi seule, je posséderai le cœur de mon fils. Nul autre que moi ne l'aura. Borkman, Héra périra dans cet orage. Il faut une entente entre Gunhild et toi. Vite, descendons. Moi aussi? Oui, tous les deux. Elle est si dure, et là, dure comme ce minerai que j'essayais d'arracher aux montagnes. Mais il faut essayer, c'est le moment. Malène, c'est la deuxième fois que je sonne. J'ai bien entendu, madame. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Fallait bien que je me mette quelque chose sur le dos. Ah oui, vous allez même vous habiller convenablement pour courir chercher mon fils. Vous voulez que j'aille chercher l'étudiant? Ah oui, vous lui direz de venir très vite, j'ai à lui parler. Bon, alors je vais voir le cocher de l'intendant Et pourquoi cela? pour qu'il attelle un traîneau, mardi. Vous avez vu? Il neige plein. Mais non, mais cela ne fait rien. Enfin, voyons, c'est tout près, il suffit de tourner le coin. Vous savez bien que c'est pas tout vrai, madame. Mais voyons, vous ne connaissez pas la villa Hinkel. Ah, c'est là qu'il est, l'étudiant? Et où croyez-vous qu'il était? Mais je croyais qu'il était là où il est toujours. Que voulez-vous dire? Chez madame Wilton. Chez Madame Wilton. Mon fils n'y va pas si souvent que je sache. Bah, on dit qu'il y est tous les jours que Dieu fait. Malène, voyons, ce ne sont que des commérages. Allez, dépêchez-vous, allez le trouver chez les Hinkel. J'y vais, Oh. j'y vais. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus. Oh, dépêchez-vous de prévenir. J'y vais.
Que vient-il faire ici chez moi? Gunhild, il voudrait s'entendre avec toi. Il n'a jamais fait le premier pas pour Mais ça. il vient l'essayer ce soir. Ah, la dernière fois que nous nous sommes trouvés face à face, c'était dans les tribunaux, devant les juges, qui me demandaient des explications. C'est moi qui viens t'en donner ce soir. Toi? Ah, il ne s'agit pas de ce que j'ai commis, ça tout le monde le sait. Ah oui, tu as raison, tout le monde le sait. Ce qu'on ignore, ce sont les motifs qui m'ont fait agir, qui m'ont forcé à commettre certains actes. Personne ne comprend que si j'ai agi comme je l'ai fait, c'est parce que je suis John Gabriel Borkman et pas un autre. C'est ça que je viens t'expliquer. C'est inutile. On n'est jamais acquitté sur ses seules intentions. On peut s'acquitter à nos propres yeux. Trêve d'excuses de ce genre, non. J'ai profondément réfléchi à toutes ces questions. Moi aussi, tu sais, j'ai eu tout le temps de le faire pendant mes 5 années de détention. Et puis encore pendant les 8 ans passés là-haut dans la grande salle. J'ai refait le procès, j'ai repris l'instruction à moi seul. J'ai été mon propre accusateur, mon propre défenseur, mon propre juge. Un juge impartial, j'ose dire. Tandis que j'arpentais la salle là-haut, je tournais et retournais chacune de mes actions. Je les ai examinées de tous les côtés, sous tous les angles, sans pitié ni ménagement, comme l'aurait fait l'avocat d'un adversaire. Or, tous ces débats contradictoires menaient invariablement au même arrêt. Un arrêt qui ne me reconnaît coupable qu'envers moi-même. Et envers moi et envers ton fils. Dans le mot moi-même, vous êtes compris l'un et l'autre. Et les centaines de personnes que tu as dit-on ruinées. J'avais le pouvoir et je répondais à un motif impérieux. Bref, je me suis acquitté sur cette question. Mais en même temps, je sens peser sur moi une accusation lourde et accablante. Laquelle? 8 précieuses années de mon existence ont été gaspillées là-haut, sans aucun profit. Le jour même de ma remise en liberté, j'aurais dû me tourner vers la vérité, une vérité froide et sans rêve, m'abandonner à sa main de fer et recommencer la vie en bas, pour remonter une seconde fois vers les cimes et m'élever plus haut que jamais. Tu n'aurais fait que revivre la même existence, tu peux en être certain. Et il n'y a rien qui change dans le monde, et pourtant rien ne s'y répète. Car notre vision change et modifie le sens de nos actes. Un même acte est transfiguré quand nos yeux régénérés s'ouvrent à une vision nouvelle. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Non, je ne le comprends pas. Voilà bien ma maudite destinée, pas une âme qui ne m'ait jamais compris. Pas une seule, Borkman. Oui, une peut-être il y a quelques années en arrière, à une époque où je n'éprouvais pas le besoin d'être compris. Mais depuis, personne. Je n'ai pas eu ce compagnon vigilant, debout à l'aurore et sonnant la cloche du matin, afin que je retourne au travail d'esprit libre et hardi. Personne pour me signifier que rien de ce que j'avais commis n'était irréparable. Tu as besoin d'une confirmation venant de l'extérieur. Quand tout le monde me siffle à l'oreille que je suis perdu sans espoir de retour, il arrive des moments où j'en arrive à le croire moi-même. Mais non, ma conscience se redresse et m'acquitte. Mais pourquoi n'es-tu pas venu me demander à moi de comprendre comme tu dis? Pourquoi serais-je venu te voir? Au fond, tu n'aimes que toi-même. Oui, voilà fond de tout. Oui. Gunhild, j'ai aimé le pouvoir. Oui. Le pouvoir de rendre heureux tout autour de moi. Tu as eu autrefois le pouvoir de me rendre heureuse. Qu'en as-tu fait? Il n'y a pas de naufrage sans victime. Et ton fils! Ton pouvoir lui a-t-il jamais servi? As-tu vécu une seule journée pour le rendre heureux, lui? Mon fils, je ne le connais pas. Oh, tu as raison, tu ne le connais même pas. Et tu y as bien œuvré, toi, sa mère.
Tu ne sais pas ce à quoi j'ai veillé, Eva. Toi? Oui, et j'ai été la seule à le faire. Et qu'as-tu fait? J'ai veillé aux soins de ta mémoire. Voilà mon œuvre. Aux soins de ma mémoire. Mais on dirait que je suis mort. Tu l'es. Peut-être. Mais non, non. J'étais bien prêt, mais j'en suis revenu. Et je suis debout. Et j'ai encore de la vie devant moi. Et je vois une vie nouvelle qui court. Et tu verras bien toi aussi, Gudule. Ne rêve plus jamais de vivre. Reste étendu là. Mais Gunhild, comment peux-tu? J'élèverai un monument sur ta tombe. Un pilori, sans doute. Oh non, ce ne sera pas un monument de pierre ou de métal, et personne n'osera y graver d'inscriptions infamantes. Tout autour, de grands arbres, des buissons épais cacheront aux yeux des hommes les taches du passé. L'oubli couvrira tout, et plus rien ne subsistera de ce que fut John Gabriel Borkman. C'est donc là ta grande œuvre de charité. Oui, je n'ose pas y arriver avec mes propres forces, non. Mais j'ai élevé celui qui m'aidera en consacrant sa vie à cette tâche unique. Il vivra en hauteur, en pureté, en lumière, de telle sorte que plus rien ne subsistera de ta vie ancienne derrière toi. Dis-le tout de suite s'il s'agit d'Erhardt. Oui, d'Erhardt, de mon fils, celui dont tu veux faire la victime expiatoire de tes péchés. De mon plus grand crime. Du crime envers une autre. Songe plutôt à ton crime envers moi. Oh, mais il ne vous écoutera pas. Quand je l'appellerai dans ma détresse, il viendra, c'est avec moi seul qu'il veut être. Je l'entends. Erhardt, oui, c'est Erhardt. Pour l'amour du ciel, mère, qu'y a-t-il? Que me veux-tu, mère? Qu'est-il arrivé? Je veux te voir, te garder près de moi toujours. Me garder toujours? Que veux-tu dire? Près de moi, te dis-je, on veut te prendre à moi. Ah, tu sais donc. Toi aussi. Si je le sais, moi, mais naturellement. Oh, un complot derrière moi. Oh, Erhardt. Mère, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais tout. Ta tante est là, est venue pour t'enlever à moi. Tante est là. Erhardt, laisse-moi te dire d'abord. Elle veut que je te cède à elle, elle veut devenir ta mère. Elle veut que tu quittes ton nom pour prendre le sien. Est-ce vrai, tante? Oh, c'est vrai. Ah, c'est la première fois que j'entends parler de tout cela. Pourquoi veux-tu que je revienne demeurer chez toi? Je sens que je te perdrai entièrement si tu restes ici. Je te le prendrai, ce sera bien fait, n'est-ce pas? Erhardt, la perte serait trop cruelle, sache-le bien. Je suis seule et la mort m'attend. La mort? Oui, la mort. Veux-tu t'attacher à moi pour mes derniers moments? Être mon fils? Veux-tu trahir ta mère et ton devoir dans ce monde et ta grande mission, Erhardt, le veux-tu? Erhardt, je suis condamnée, réponds-moi. Tante est là. Tu as toujours été adorablement bonne avec moi. Chez toi, mon enfance s'est écoulée dans l'insouciance et le bonheur. Bonheur tel que jamais enfant n'en connu de plus doux. Erhardt. Oh. Mais je ne peux t'accorder ce sacrifice. Je ne puis me vouer tout entier à cet acte de piété filiale. Je le savais, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. Oh, tu me l'as repris, je le vois. Oui, je l'ai, je le garde, n'est-il pas vrai, Erhardt? Oh, nous avons encore beaucoup de chemin à faire, toi et moi ensemble. Et mère, je ne puis te le taire plus longtemps. Quoi? Nous ne ferons pas beaucoup de chemin ensemble, mère. Que veux-tu dire, Erhardt? Eh mère, je suis jeune. Cette odeur de renfermé finira par m'étouffer. Erhardt? Oui, mère. J'étouffe ici. On se calme, viens avec moi. Tante est là. Ici ou chez toi, c'est tout comme. Il n'y a que l'enseigne de le changer. C'est toujours du renfermé, rose ou lavande. Je ne m'en porterai pas mieux. Tu renfermais la maison de ta mère. Ah. Oui, mais... ma foi, je ne trouve pas d'autre mot. Idolâtrie? Sollicitude maladive, que sais-je? Le fait est que je n'y tiens plus.
Erhard, pense à la mission à laquelle tu as voué toute ton existence. Dis plutôt que c'est toi qui y as voué. Tu as substitué ta volonté à la mienne. Jamais je n'ai eu le droit de vouloir. J'en ai assez de ce joug. Je suis jeune mère, il ne faut pas l'oublier. Je ne peux pas consacrer ma vie à expier les torts d'un autre, quel que soit cet autre. Erhard, qui t'a changé ainsi? Qui ne puis-je donc pas de mon propre mouvement? Tu subis l'influence de quelqu'un d'étranger. Tu n'es plus sous celle de ta mère adoptive. Je n'obéis qu'à moi-même et ne subis d'autre influence que celle de ma propre volonté. Mon heure est peut-être enfin arrivée. Que voulez-vous dire, mon père? Je me le demande aussi. Erhard, n'es-tu pas disposé à suivre ton père? Personne ne peut être réhabilité par un autre. Ce ne sont là que songes et chimères dont on t'a bercé ici dans le renfermé de ces chambres. Mènerais-tu une vie aussi édifiante que tous les saints du paradis? Ça ne m'avancerait pas plus. C'est la pure vérité. Oui, c'est la vérité. Et je ne gagnerai pas davantage à me morfondre dans la contrition ou à me perdre dans la pénitence. J'ai essayé durant toutes ces années de me soutenir par l'espoir et le rêve, mais ça ne me réussit pas non plus, j'ai cessé de rêver. Et que comptez-vous faire, mon père? Je veux me relever par moi-même, commencer par en bas. Seul le présent et l'avenir d'un homme peuvent racheter son passé. Je veux travailler sans relâche à ce qui fut pour moi la vie au temps de ma jeunesse et à ce qu'il est aujourd'hui 1000 fois davantage. Erhard, veux-tu venir avec moi et m'aider à refaire mon existence? Ne fais pas cela, Erhard. Ah si, Erhard, viens lui en aide. Oh, mais c'est toi qui lui donnes ce conseil alors que tu te disais tout à l'heure seul et mourant. Oh, qu'importe. Oh, et qu'importe pourvu que je ne l'ai pas, n'est-ce pas? Oui, tu l'as dit, Gunilde. Eh bien, Erhard. Mon père, je ne peux pas. Cela m'est impossible. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je suis jeune. Je veux vivre ma propre vie. Sans en sacrifier quelques mois à éclairer la fin de cette pauvre vie qui s'en va. Je le voudrais, tante, mais cela m'est impossible. Oh, alors qu'il s'agit d'un être qui t'aime par-dessus tout. Aussi vrai que j'existe, tantella, je ne peux pas. Et ta mère? Rien ne t'attache donc plus à elle. Je t'aimerai toujours, mère, mais je ne peux pas continuer à vivre rien que pour toi. Je ne suis pas fait pour cette vie que tu cherches à m'imposer. Alors, Erhard, encore une fois, viens te joindre à moi. Erhard, la vie, c'est le travail. Allons sur les chemins de la vie et travaillons ensemble. Mais je ne veux pas travailler en ce moment. Je suis jeune. Jamais je ne l'avais senti jusqu'à présent. Mais voici que je sens dans mes veines le feu de la jeunesse. Je ne veux pas travailler. Je veux vivre. 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 Mais qu'appelles-tu vivre, Erhard? Je veux être heureux, mère. Et où vas-tu le chercher, ce bonheur? Oh, mais je l'ai trouvé. Erhard? Fanny, tu peux entrer. Oh, Brett, Madame Wilton? puis-je entrer? Oui, viens maintenant. J'ai tout dit. Oh, ainsi vous savez tout. Oh, que je suis là comme une coupable qui vient répandre le malheur sur cette maison. Vous avez brisé les derniers liens qui me rattachaient à cette existence. Mais voyons, non, ce n'est pas possible. Je comprends bien, Madame Borkman, que tout cela vous semble impossible. Mais vous devez bien vous en rendre compte par vous-même. Oh, eh bien, je dirais plutôt que tout ça est absurde, et pourtant, cela est. Voyons, Erhard, c'est ridicule. Tout mon bonheur est là, mère. Le grand, l'ineffable bonheur qui illumine la vie. C'est tout ce que je puis te dire. Comme vous avez su l'enjôler, le prendre dans vos filets, Non. mon malheureux fils. Non, vous vous trompez, Madame Ah, je me Borkman. trompe, dites-vous. Ah oui, je ne l'ai pas enjôlé. Erhard est venu à moi volontairement, et c'est naturellement que je suis allée à sa rencontre. Ah oui, vous, je crois bien, oui. Et il y a, Madame Borkman, dans la nature humaine, des forces que vous paraissez ignorer. Quelle force, je vous prie. Eh bien, celles qui poussent deux êtres à unir leur destinée, quoi qu'il arrive. Je vous croyais à jamais unis à un autre. Oui, bon, cet autre m'a abandonné. Mais il vit, dit-on. Oui, il est mort pour moi. Oui, mère, il est mort pour Fanny. D'ailleurs, peu m'importe cet autre. Mais comment tu étais au courant?
Oui, mais je sais Tout. Mais tu ne te soucies de rien. Et je te le répète, mère, je ne veux qu'une chose, le bonheur. Je suis jeune, je veux la vie. La vie, la vie. Oui, Erard, tu es jeune, beaucoup trop jeune. Oh, écoutez, Madame Borkman, croyez bien que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je ne lui ai rien caché de mon passé. Ah, Fanny, je le savais depuis longtemps. Mais rien ne l'a effrayé. Oh, mais vous auriez dû lui fermer votre porte. Voilà ce que vous auriez dû faire. Mais ça m'était impossible. Et pourquoi donc? Mais parce qu'il en allait aussi de mon bonheur à moi. Et oui, je ne savais pas ce que c'était jusque-là, mais si tard qu'il arrive, je ne peux pas le refuser. Et combien croyez-vous qu'il va durer, ce bonheur? Oh, le temps n'a rien à y faire, mère. Oh, Erard, est-ce que c'est ça que tu appelles la vie? Ah, mais ne vois-tu donc pas comme elle est belle? Oh, cette honte encore à supporter. Ah, mais pourtant, en avoir l'habitude. Vois, devant moi tous les jours, mon fils, mon propre fils uni à sa... Tu ne verras rien, mère, sois rassurée, je ne resterai pas ici. Oui, nous partons l'un et l'autre. Vous aussi. Ensemble, peut-être? Oui, je pars à l'étranger, vers le sud. J'accompagne une jeune femme et Erard vient avec nous. Erard part avec vous et une jeune femme? Oui, la petite Frida qui demeure chez moi. Je veux lui faire apprendre la musique. Vraiment? Oui, bah, je ne peux pas l'envoyer toute seule aussi loin, madame. Qu'en dis-tu, Erard? Ah, mon Dieu, puisque Fanny s'y entend. À quand le départ, si j'ose le demander? Mais à l'instant, madame, mon traîneau fermé attend devant la maison Henkel. Voilà donc ce que signifiait cette soirée. Bien, oui, une soirée où nous pouvions être seuls, Erard et moi, et la petite Frida, bien entendu. Où est-elle? Mais dans le traîneau, elle nous attend. Tu comprends, mère, je voulais t'épargner à toi et aux Tu autres. voulais partir sans me dire adieu. Oui, j'aurais préféré cela. Cela est mieux valu pour tout le monde. Mais les malles étaient prêtes, tout était arrangé, et on est venu me chercher, et alors... Adieu, mère. Ne me touche pas. C'est ton dernier mot? Oui. Eh bien... Adieu, ma tante. Ah, vis ta vie, Erard, et sois heureux, aussi heureux que tu peux l'être. Merci, tante. Adieu, père. Dépêchons-nous maintenant. Oui, pardon. Madame Wilton, Oui, est-ce bien raisonnable à vous d'emmener cette jeune femme? les hommes sont si inconstants, Madame Borkman. Quand Erard en aura eu assez de moi et moi de lui, il faudra bien que le pauvre garçon ait sur qui se rabattre. Et vous-même? Oh, moi, je saurai toujours m'arranger. Adieu, mesdames, monsieur. Je n'ai plus d'enfant. Allez, en avant seul, dans la tourmente. Mon chapeau, mon manteau. John Gabriel, où vas-tu? Je vais dans la tourmente de la vie, et là, lâche-moi, s'il te plaît. Oh, non, je ne te lâche pas. Tu es malade, je vois ton visage. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Gunhild, aide-moi à le retenir. Oh non, je ne retiens plus personne. Qu'ils s'en aillent tous où ils veulent, tous autant qu'ils sont loin. Erard, ne pars pas. Ne cours pas après lui, Gunhild. Mais je ne veux pas qu'il parte. Cela ne sert à rien, tu ne le rattraperas pas. Si je l'appellerai du haut de la côte, il entendra bien les cris de sa mère. Il ne t'entendra pas du fond d'une voiture fermée. S'il ne peut pas être monté. Si, il est en voiture depuis longtemps. En voiture, dis-tu, à côté d'elle? Oh, alors, il ne m'entendra pas. Entendez-vous ce bruit? On dirait des grelots. Ah oui, c'est son traîneau. Ou un autre. Oh non, c'est le traîneau fermé de Madame Wilton. Je reconnais le son des grelots d'argent. Regardez,
Il passe devant nous. Il descend de la côte. Ah, oui. Ah, si tu veux l'appeler, Gunhild, c'est peut-être le moment. Ils sont tout près. Non, je ne l'appellerai pas. Gerhard Borkman s'en aille, s'il le veut, loin, vers la vie et le bonheur, comme il dit. On n'entend plus les grelots. On eût dit la cloche des morts. Ça n'est pas encore pour moi qu'elle sonne. Non, mais pour moi, et pour celui qui m'abandonne. Qui sait, Gunhild, si elle ne l'appelle pas plutôt à la vie et au bonheur? À la vie et au bonheur, dis-tu? Ah oui, du moins pour quelques instants. Lui souhaiterais-tu la vie et le bonheur avec elle? De toute mon âme. Niska, ta puissance d'amour est bien plus forte que la mienne, elle l'a. C'est peut-être la privation qui entretient cette puissance. S'il en est ainsi, je serai bientôt aussi forte que toi. John Gabriel, il faut rentrer aussi. Viens. Moi, tu veux dire? Oui, cet air est trop vif pour toi. Tu ne le supportes pas, je le vois à ton visage. Viens te réchauffer sur ton toit, rentrons. Tu veux dire dans la salle là-haut? Plutôt en bas, chez elle. Non, jamais je ne rentrerai dans cette maison. Mais où veux-tu aller? Il est tard, il fait nuit. Je dois d'abord aller visiter des trésors enfouis. Mais que veux-tu dire, John? Non, non, t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'argent volé que j'aurais caché. Tiens, vois-tu qui vient là? Mais je pardonne. C'est toi, John Gabriel. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Oh, et devant la maison. Oh. Et je vois que madame est avec toi. Ça n'est pas ma femme. Oh, pardon, je croyais. C'est que j'ai perdu mes lunettes dans la neige. Qu'est-ce que tu veux Comment enfin? fait-il que toi qui ne sors jamais? Oui, 3 ans de détention préventive, 5 ans de claustration, 8 ans des cellules. Borgman, je t'en prie. Hélas. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Ah ben je venais te voir. Je voulais monter chez toi, dans la salle. Ah, cette salle. Tu veux venir chez moi, moi qui t'ai mis à la porte? Ah mon Dieu, je n'y pense plus. Qu'est-ce qui t'arrive aux pieds? Tu boites? Ah, c'est vrai, j'ai été renversé. Renversé? Oui, par un traîneau. Un traîneau attelé de 2 chevaux qui descendait la côte au galop. Oh, je n'ai pas eu le temps de me garer. Et vous avez été renversé? Oui, madame, ou mademoiselle. Le traîneau filait tout droit sur moi, tout droit. Et il m'a fait rouler dans la neige, où j'ai perdu mes lunettes. Mon parapluie est cassé, et ma jambe aussi a un peu souffert. Sais-tu qui était dans le traîneau, Wilhelm? Ah ben non, comment pourrais-je le savoir? Le traîneau était fermé, et les rideaux baissés. Et le cocher n'a même pas ralenti en voyant rouler dans la neige. Oh, mais que m'importe que cela. Je suis si heureux, vois-tu, si heureux. Heureux. Oui, je ne trouve pas le mot exact, mais il me semble que c'est à peu près ça. Ah, je suis si heureux. Car il m'arrive quelque chose de si extraordinaire. Ah, je t'y tenais plus, John Gabriel. Il fallait que je te fasse partager ma joie. Alors fais-la, moi, partager, mais dépêche-toi. Dis d'abord à ton ami d'entrer. Jamais je ne rentrerai dans cette maison. Mais tu as entendu ce qu'il a dit? Il a été renversé par un traîneau. Mais qui n'a pas été renversé dans sa vie? Il faut se relever, voilà tout, et ne faire semblant de rien. Ben, c'est très profond ce que tu dis là. Mais ne te dérange pas, je peux très bien te raconter en quelques mots ce qui s'est passé. Alors, fais-le vite, s'il te plaît. Écoute donc, en rentrant de chez toi, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait. Devine de qui elle était? De ta petite Frida, n'est-ce pas? Ah mais justement, c'est bien cela, c'était une lettre de Frida. Une belle lettre qu'un domestique m'avait apportée. Et sais-tu ce qu'elle contenait? Une lettre d'adieu à toi et à sa mère, je suppose. Ah mais c'est bien cela. Comme tu devines juste, John Gabriel. Elle me parle
de la grande bonté que lui témoigne Madame Wilton. Cette dame a même poussé la sollicitude jusqu'à choisir un précepteur pour l'emmener à l'étranger avec elle et lui donner des leçons de musique. Mais elle a compté sans son hôte. C'est-à-dire? Elle m'apprend qu'il part demain matin, de grand matin. Mais je suis malin, moi. De ce pas, je vais chez Madame Wilton. Et ce soir? Grand Dieu, oui, il n'est pas si tard. Et si c'est fermé, je sonne. Et t'as mieux toi ce mauvais bout de chemin, Wilhelm. À cause de ma jambe, veux-tu dire? Oui, et de toute façon, tu ne pénétreras pas chez Madame Wilton. Oh que si. Je m'attacherai à la sonnette et je sonnerai jusqu'à ce qu'on vienne m'ouvrir. Je veux voir Frida et je la verrai. Monsieur Foldal, votre fille est déjà partie. Comment cela, Frida est partie? Et comment le savez-vous? Qui vous l'a dit? Son futur maître. Ah, vous le connaissez, ce maître? Qui est-ce? Oui, un étudiant nommé Erhard Borkmann. Ton fils, jeune Gabriel. Oh, c'est lui qu'elle a engagé. Oui, c'est lui qui aidera Madame Wilton à faire l'éducation de ta petite fille, Frida. Oh, Dieu soit loué. L'enfant est entre de bonnes mains. Mais es-tu sûr qu'il soit déjà parti? Il était dans la voiture qui t'a renversé. Oh, c'est ma petite Frida qu'on mène dans cette belle voiture. Oui, on l'amènera loin, ta petite Frida. Et le jeune Borkmann également. Allons, Wilhelm. As-tu remarqué les grelots d'argent? Comment? Des grelots d'argent? Des grelots d'argent, dis-tu? En argent véritable? Ah oui, sans doute, ouais. Ah oui, tout est de qualité. À l'extérieur comme à l'intérieur. Oh, quelle chose étrange que le bonheur. On ne sait d'où il nouille. Hein. C'est mon talent, mon modeste talent poétique qui s'est transformé en talent musical chez Frida. Je n'aurais pas été poète en vain. Grâce à cela, elle connaîtra ce vaste monde que je n'ai vu que dans mes rêves enchantés. Voici la petite Frida, partie en trémaux, fermée et au son de grelots d'argent. Et roulant sur le corps de son père. Ah ben que m'importe cela pourvu que mon enfant. Et puisque je suis venu trop tard, il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi et à consoler sa mère qui pleure au coin du fourneau. Ah, elle pleure. Oui, grand Dieu, je l'ai laissé pleurant toutes les larmes de son corps. Et toi, tu ris. Ah oui, moi je ris. Mais elle, pauvre femme, elle ne voit que ce petit horizon borné. Bon. Ah là 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 là. Adieu, Wilhelm. Adieu, John Gabriel. Adieu, madame. Ça n'est pas la première fois qu'on te roulera sur le corps. Tu es si pâle, John. Si pâle. C'est l'air de la prison qui fait. Je ne t'ai jamais vu ainsi. Tu n'as sans doute jamais vu un forçat libéré. Mais si tu voulais rentrer avec moi. Cesse ton chant de sirène, s'il te plaît. Je t'en prie, c'est pour ton bien. Madame m'envoie fermer la porte d'entrée. Tu vois, ils veulent m'enfermer. Non, mais le directeur ne se sent pas tout à fait bien. Il voudrait prendre l'air. Oui, mais madame... Ah bon, je fermerai la porte moi-même. Laissez la clé dans la serrure. Bon, comme vous voulez, mademoiselle.
Me voici enfin en liberté. Et là, ils ne me reprendront plus jamais. Mais tu es tout aussi libre sous ton toit, tu vas y bien comme tu veux. Jamais je ne rentrerai sous mon toit. On est si bien sur la nuit. Si je rentrais là-haut, le mur, les plafonds descendraient sur moi, les murs se resserraient pour m'étouffer. Mais où veux-tu aller? Je veux aller droit devant, voir si je peux reprendre goût à la vie, à la liberté, au commerce des hommes. Et là, est-ce que tu veux venir avec moi? Moi, maintenant? Oui, de ce pas. Mais je peux dire où? Aussi loin que mes pieds me porteraient. Mais y penses-tu par cette nuit d'hiver, le froid et la neige? Ah oui, mademoiselle la peur pour sa petite santé. Il voit qu'elle est délicate, hein. C'est pour ta santé que j'ai peur. La santé d'un mort, tu fais rire. Qu'est-ce que tu dis, John? La santé d'un mort. Rappelle-toi ce qu'a dit Guinée. Reste étendu là où tu es. Je viendrai avec toi, John. Oui, nous sommes faits l'un pour l'autre. Viens. Mais où allons-nous, John? Je ne me reconnais plus. Avance en suivant mes traces. Mais avons-nous besoin de monter si haut? Il faut suivre le sentier tortueux. Oh, mais je n'en peux plus. Nous arrivons bientôt au sommet. Et il y avait un banc là, quelque part. Tu pourras t'y reposer. Ah, tu te souviens de ce banc? Et là, viens voir. Quoi, Tout John? ce pays ouvert devant nous, loin. Oh, autrefois, nos regards allaient bien plus loin encore. Nos regards allaient au pays des rêves. Au pays de notre vie rêvée. Maintenant, ce pays est couvert de neige et le vieil arbre est mort. Et là, aperçois-tu là-bas, là, au milieu du fond, la fumée blanche des paquebots? Non. Moi, je les vois. Ils sillonnent les eaux, ils font porter la vie d'un bout de la terre à l'autre. Ils portent la chaleur et la lumière à des milliers d'êtres humains. Voilà le monde que je voulais créer. Le monde de mes rêves. De tes rêves irréalisés. De mes rêves irréalisés. Et là, écoute le bruit qui vient du fleuve. Les fabriques travaillent. Mais fabriquent toutes celles que je voulais créer. C'est le travail de nuit. Nuit des jours, elle marche. Écoutez-la. Les roues tournent, les cylindres grondent. Partout. Entends-tu là? Non. Moi j'entends. Je crois que tu te trompes, John. Mais tout cela, ce ne sont que les merveilles semées aux abords du royaume. Du royaume? Et de quel royaume parles-tu? De mon royaume. Du royaume dont j'allais m'emparer au moment où je mourus. John. Et le voilà sans défense, et maître, livré aux bandits et au pillage. Et là, vois-tu cette chaîne de montagne au loin? Les monts se haussent, se grattent et s'entassent les uns sur les autres. Tout ceci est mon royaume, vaste, profond, inépuisable. Quel souffle de glace nous vient de ce royaume? Mais pour moi, c'est un souffle de vie, et là, les esprits soumis me saluent. Les millions captifs sont là, je les sens. Les filons sinueux se tournent bifurques et se tournent vers moi comme autant de bras suppliants. Je les voyais, et ils m'entouraient comme des fantômes vivants. La nuit où je descendis dans les coffres de la banque, vous imploriez votre délivrance et je les tentais. Mais je n'eus pas la force de soulever le trésor et il retomba dans la vie.
Mais je vous le dis, dans le silence de la nuit, vous qui êtes tombés dans les ténèbres, dans l'abîme, dans la mort apparente, je vous aime. Richesse, qui demandez votre liberté, je vous aime, et j'aime votre cortège de pouvoir et d'honneur, je vous aime, et là, je sens une main de glace qui me serre le cœur. De glace, Non, c'est une main de fer. Guenille, elle est là. John Gabriel. John Gabriel Borkman. qui ne peut pas être présent ce soir. Et puis, voilà, donc on félicite les comédiens, c'est une pièce peut-être un peu difficile, mais grâce à leur talent, on est rentré dans... échanger en bas parce qu'on a prévu un petit verre de l'amitié. On peut aussi remercier Catalina, Patrick qui nous ont beaucoup accompagnés. Mais Catalina ne voulait pas me faire venir. Elle qui a peint le premier tableau. Et et surtout rendez-vous le 25 novembre pour une deuxième pièce d'Ibsen qui est une maison de poupées. On espère que vous viendrez nombreux et que ce soit de la publicité pour cette seconde pièce. Merci à vous.